Le texto de maman est arrivé à 9 h du matin, un samedi. Gala de charité ce soir. Hôtel Le Grand Paris. Besoin d'aide au vestiaire. Sois là à 17 h. Ne sois pas en retard. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation pour du travail. Je fixais le message, assise dans mon bureau à la Fondation pour l'excellence de l'éducation nationale, l'organisation de 2 milliards d'euros que j'avais bâtie à partir de rien au cours des 8 dernières années. Mon bureau avait des bails vitrés donnant sur le centre de Paris. Sur mon bureau se trouvaient 3 récompenses rien que pour le mois passé. Et ma mère voulait que je m'occupe des manteaux. Mon assistante, Jessica, a frappé. Directrice du bois. Le cabinet du ministre a appelé. Il veut confirmer votre présence au gala de ce soir. J'ai levé les yeux. Quel gala? La collecte de fonds pour l'éducation au Grand Paris. Il prononce le discours principal et veut vous remercier personnellement pour le partenariat de la Fondation sur l'initiative pour l'alphabétisation. Bien sûr. Le gala de charité de maman était le même événement où le ministre Lambert annonçait notre programme conjoint d'alphabétisation de 475 millions d'euros, le programme que j'avais passé 6 mois à concevoir. Le programme qui fournirait des livres et du tutorat à 200 000 enfants défavorisés à travers la France. Dites au cabinet du ministre que je serai là, ai-je dit. Jessica a hésité. Est-ce que ça va? Vous avez l'air troublé. Juste des histoires de famille. Est-ce que je peux aider en quoi que ce soit? Pas à moins que vous ne vouliez vous occuper des manteaux à un gala de charité. Elle a ri, pensant que je plaisantais. Ce n'était pas le cas. Je suis née Amélie Dubois, deuxième fille de Richard et Suzanne Dubois. Ma sœur aînée, Isabelle, était tout ce qu'il voulait, obéissante, conventionnelle, mariée à un dentiste à 24 ans, produisant des petits-enfants selon le calendrier prévu. J'étais tout ce qu'il craignait, pleine d'opinions, ambitieuse, célibataire à 36 ans, sans enfant par choix. Maman présentait Isabelle comme « ma fille qui a réussi ». Moi, elle me présentait comme « mon autre fille » ou parfois juste « Amélie ». Le schéma a commencé tôt. Isabelle a eu des leçons de piano, on m'a dit qu'un seul enfant en cours suffisait. Isabelle a eu une voiture pour son 16e anniversaire, j'ai eu droit à un sermon sur le fait de gagner mon propre argent. Les études universitaires d'Isabelle ont été entièrement financées, j'ai eu des prêts et 3 emplois à temps partiel. Tu es si indépendante, disait maman, comme si c'était un trait de caractère plutôt que de l'abandon. Quand j'ai été diplômé de Sciences Po Paris avec un diplôme en politique publique, la réponse de papa a été « c'est bien ». Isabelle venait d'avoir son 2e bébé. Quand j'ai obtenu ma maîtrise en administration de l'éducation à HEC Paris, maman a dit « tu as combien de dettes maintenant ?» Le mari d'Isabelle venait de lui acheter une nouvelle maison. Quand je suis devenue la plus jeune directrice au ministère de l'Éducation nationale à 28 ans, ils m'ont demandé si j'avais une assurance maladie. Quand je suis parti pour lancer la Fondation pour l'excellence de l'éducation nationale avec une subvention de 47 millions d'euros d'un milliardaire de la technologie, maman a dit « les organisations à but non lucratif ne rapportent pas vraiment d'argent. Quand vas-tu trouver un emploi stable ?» La Fondation a grandi. Année 1, budget de 47 millions d'euros. Année 2, 190 millions d'euros. Année 3, 475 millions d'euros. L'année dernière, 2 milliards d'euros d'actifs et de programmes gérés. Nous avons financé 3 000 écoles, formé 15 000 enseignants, fourni des bourses à 50 000 étudiants et mis en place des programmes d'alphabétisation dans 200 districts. Notre travail avait été présenté dans Le Monde, Les Échos et l'Étudiant. Le ministre Lambert m'appelait personnellement pour me consulter sur la politique de l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale lui-même m'avait sur son numéro abrégé. J'avais été nommé l'une des 30 de moins de 30 ans de challenge dans le domaine de l'éducation, puis l'une des 40 de moins de 40 ans parmi les dirigeants d'organisations à but non lucratif. La réponse de ma mère à tout cela? C'est bien. L'aîné d'Isabelle vient d'être inscrit au tableau d'honneur. Le travail caritatif de maman était son identité. Elle siégeait au conseil d'administration de la Société philanthropique des Dames du Grand Paris, un groupe de femmes riches qui organisait des galas, prenait des photos et donnait juste assez d'argent pour faire inscrire leur nom sur des plaques. Sa plus grande fierté était d'avoir été nommée bénévole de l'année, 3 années de suite. Peu importait que son bénévolat consiste à planifier des fêtes et à passer des coups de téléphone. Peu importait que le travail réel rédaction de demandes de subventions, développement de programmes,
évaluation de l'impact soit effectuée par du personnel rémunéré qu'elle ne reconnaissait jamais. Maman vivait pour les galas, les robes, les photos dans les pages mondaines, la validation des autres femmes riches. Isabelle était son accessoire parfait, belle, mariée, humble comme il se doit au sujet du succès de son mari dentiste. J'étais l'embarras, célibataire, trop instruite, trop accomplie d'une manière qui mettait maman mal à l'aise. Tu intimides les gens, m'a-t-elle dit une fois. Tu devrais être plus comme Isabelle. Les hommes n'aiment pas les femmes qui réussissent trop. Je n'essaie pas d'attirer les hommes qui sont intimidés par le succès, avais-je répondu. C'est pour ça que tu es seule. Je n'étais pas seule. J'étais sélective. Il y a une différence. Le texto était accompagné de 3 messages de suivi. Porte quelque chose d'approprié. Rien de trop tape à accent grave l'œil. Nous avons besoin de quelqu'un de fiable au vestiaire. Tu es doué pour ce genre de travail. Le ministre Lambert sera là. Ne fais pas honte à la famille. J'ai failli ne pas y aller. J'ai failli envoyer un refus poli et laisser maman se débrouiller. Mais le ministre Lambert comptait sur ma présence. Nous avions planifié l'annonce ensemble. L'initiative pour l'alphabétisation était mon projet, ma conception, ma stratégie de mise en œuvre, le travail de mon équipe. Je suis arrivé à l'hôtel Le Grand Paris à 16h45, en avance, car des années de dressage familial m'avaient appris qu'être en retard leur donnait des munitions. La salle de bal était spectaculaire, des lustres en cristal, des tables dressées avec de la porcelaine à bord doré, une scène avec un éclairage professionnel et le sceau de la République. Maman était près de l'entrée, dirigeant le personnel comme un général commandant ses troupes. Elle m'a vu et a froncé les sourcils. Tu es en avance. Tu as dit 17h. Je voulais dire arriver à 17h pour commencer à travailler. L'installation était à 16h. Elle m'a tendu un tablier noir. Le vestiaire est par ses portes. Jeanne te montrera quoi faire. Maman, je dois te parler de ce soir. Pas maintenant. Je suis occupé. Fais juste ton travail et essaie de ne pas attirer l'attention sur toi. Des gens très importants viennent. Elle s'est éloignée avant que je puisse répondre. Je suis resté là, tenant le tablier, je l'ai regardé, j'ai regardé la salle de bal où le ministre Lambert annoncerait mon programme dans 3 heures. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis dirigé vers le vestiaire, j'ai mis le tablier et j'ai décidé de voir comment cela se déroulerait. Jeanne était une femme âgée et douce qui travaillait en fait pour l'hôtel. « Vous êtes Amélie » a-t-elle demandé. « Votre mère a dit que vous aideriez. »« C'est moi. »« Avez-vous déjà travaillé au vestiaire ?»« C'est la première fois. » Elle m'a montré le système, des tickets, des cintres, des rangées organisées. Un travail simple. Les invités ont commencé à arriver à 18h. Je prenais les manteaux, souriais poliment et écoutais les conversations. Suzanne Dubois s'est surpassée cette année. Avez-vous vu les centres de table? Magnifique. J'ai entendu dire que le ministre venait. Suzanne doit avoir des relations incroyables. Isabelle est arrivée à 18h30 avec son mari, Thomas. Elle m'a vu derrière le comptoir et a eu un temps d'arrêt. Amélie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'occupe des manteaux. Maman t'a fait travailler au gala? Apparemment, je suis doué pour ce genre de travail. Thomas m'a tendu son manteau, l'air mal à l'aise. C'est gentil de ta part d'aider. Isabelle s'est penchée. Est-ce que ça va? C'est un peu embarrassant. Pour qui? Pour toi. Tout le monde peut te voir travailler comme le personnel. Je suis le personnel ce soir. Ordre de maman. Elle a eu l'air de vouloir dire autre chose mais s'est contentée de « Eh bien, essaie de rester hors de vue. » Des gens importants sont là. Ils se sont éloignés. D'autres invités sont arrivés. Des femmes de la haute société en robe de créateur. Leurs maris en smoking sur mesure. Tout le monde désireux d'être vu. J'ai reconnu plusieurs visages, un PDG d'une entreprise technologique dont la société avait fait un don de 9,5 millions d'euros à ma fondation, un sénateur qui avait coparrainé des projets de loi sur l'éducation que j'avais rédigés, un président d'université qui siégeait à mon conseil consultatif. Aucun d'eux ne m'a reconnu. Pas avec un tablier noir derrière un comptoir de vestiaire. À 19h15, maman est apparue. Comment ça se passe? Bien. Bon.
Reste ici pendant le dîner. Quelqu'un doit surveiller les manteaux. Je demanderai au personnel de t'apporter une assiette. Maman. Amélie, s'il te plaît, ne complique pas les choses. Fais juste ce que je t'ai demandé. Elle m'a regardé d'un œil critique. Et tu devrais peut-être arranger tes cheveux. Tu as l'air négligé. Mes cheveux étaient coiffés en un chignon professionnel, le même style que j'avais porté lors de réunions avec le ministre, les hauts fonctionnaires de l'Éducation nationale et le conseil d'administration de ma fondation de 2 milliards d'euros. Mais pour ma mère, c'était négligé. Elle est partie. Je suis resté. À 19h30, j'ai entendu le maître de cérémonie souhaiter la bienvenue à tout le monde pour le dîner. À 20h, j'ai entendu les discours commencer. À 20h15, Jeanne est revenue. Tu devrais prendre une pause. Je peux surveiller les choses. C'est bon. Tout va bien. Ma chérie, tu n'as pas à faire ça. Tu n'es clairement pas du personnel habituel. Je peux le voir. Comment? La façon dont tu te tiens, la façon dont tu parles. Tu es instruite. Probablement plus instruite que la plupart des gens dans cette salle de bal. Elle a souri doucement. Alors pourquoi es-tu ici à t'occuper des manteaux? Parce que ma mère me l'a demandé. Et tu fais toujours ce que ta mère te demande. Ce soir, oui. Elle m'a tapoté la main. La famille, c'est compliqué. Vous n'avez pas idée. À 20h30, j'ai entendu le ministre Lambert commencer son discours. Sa voix portait à travers les portes de la salle de bal, chaleureuse, autoritaire, sincère. Merci à tous d'être ici ce soir. L'éducation est le fondement de l'opportunité, et des événements comme celui-ci montrent ce que notre communauté peut accomplir lorsque nous nous unissons. Applaudissements. Ce soir, je veux parler d'un programme qui changera des vies, l'Initiative nationale pour la lecture. À partir de cet automne, nous fournirons des livres, du tutorat et des ressources à 200 000 enfants défavorisés dans tout notre pays. Plus d'applaudissements. Ce programme représente un investissement de 475 millions d'euros, la moitié provenant de fonds publics, l'autre moitié d'un partenariat privé, et je dois reconnaître la personne qui a rendu cela possible. Je me suis redressé, sentant mon rythme cardiaque s'accélérer. La directrice Amélie Dubois dirige la Fondation pour l'excellence de l'éducation nationale, la plus grande organisation à but non lucratif pour l'éducation de notre pays. Sa fondation gère 2 milliards d'euros de programmes et de services. Elle a conçu cette initiative pour l'alphabétisation de A à Z, 6 mois de recherche, des centaines d'heures de planification, et aujourd'hui, elle devient une réalité. Les applaudissements étaient plus forts maintenant. Amélie, où es-tu? Lève-toi pour que tout le monde puisse voir qui change l'éducation en France. Je suis resté figé dans le vestiaire. La salle de bal est devenue silencieuse. Je pouvais les imaginer regardant autour d'eux, cherchant. La voix de maman, paniquée, elle n'est pas là. Elle n'a pas pu venir. Ministre Lambert, c'est étrange. Son bureau a confirmé sa présence. Est-elle ici, Suzanne? Pause. Puis la voix de maman, tendue, elle. Aide au vestiaire. Silence. Le genre qui précède les tremblements de terre. Ministre Lambert, je suis désolé, elle aide à quoi? Au vestiaire. Elle s'est portée volontaire pour travailler au vestiaire. J'ai entendu ses pas se diriger vers le vestiaire. Jeanne m'a regardé avec de grands yeux. Ma chérie, je pense que tu vas devoir y aller dans une minute. Les portes se sont ouvertes. Le ministre Lambert se tenait là dans son smoking, l'air confus. Puis il m'a vu. Son visage est passé de la confusion au choc, puis à une fureur absolue. Amélie? Qu'est-ce que tu fais ici derrière? Je m'occupe des manteaux, monsieur le ministre. En tablier. Derrière un comptoir. Il a regardé Jeanne. C'est une blague? Pas de blague, ai-je dit. Ma mère m'a demandé d'aider au vestiaire, alors j'aide au vestiaire. Il m'a dévisagé, puis a regardé le tablier, puis de nouveau moi. Enlève ça. Tout de suite. Monsieur le ministre. Amélie, tu diriges une fondation de 2 milliards d'euros. Tu as conçu le programme que je viens d'annoncer. Tu as été nommée l'une des leaders les plus influentes de l'éducation en France, et tu t'occupes des manteaux. Ma mère pensait. Je me fiche de ce que pensait ta mère. Enlève ce tablier et viens avec moi.
J'ai dénoué le tablier, je l'ai tendu à Jeanne, qui avait l'air de regarder un film. Le ministre Lambert m'a offert son bras. Allons te présenter comme il se doit. Nous sommes entrés ensemble dans la salle de bal. La salle était bondée, 400 personnes en tenue de soirée, toutes se retournant pour nous regarder. Le ministre Lambert m'a conduite sur scène, sans lâcher mon bras, l'air véritablement en colère. Mesdames et messieurs, je dois aborder quelque chose. Quand j'ai demandé à la directrice Dubois de se lever, on m'a dit qu'elle aidait au vestiaire. Il a marqué une pause pour les faits. Permettez-moi d'être très clair. Amélie Dubois n'est pas du personnel. Elle n'est pas une bénévole. Elle est la directrice de la Fondation pour l'excellence de l'éducation nationale. Elle gère plus d'argent que la plupart des entreprises. Elle a un impact sur plus de vies que la plupart des élus. Et elle ne devrait jamais, au grand jamais, s'occuper des manteaux lors d'un événement célébrant le travail qu'elle a accompli. Le silence était absolu. Maman était à 3 tables de la scène. Son visage était passé du rose au blanc, puis au gris. La coupe de champagne dans sa main tremblait. Le ministre Lambert a continué, « Amélie, voudrais-tu dire quelques mots sur l'initiative pour l'alphabétisation ?» Je me suis approché du micro, j'ai regardé la foule, j'ai trouvé le PDG de la technologie qui avait fait un don à ma fondation, le sénateur qui avait coparrainé mes projets de loi, le président d'université de mon conseil consultatif. Tous me regardaient comme s'ils avaient vu un fantôme. « Merci, monsieur le ministre », ai-je dit, ma voix stable, professionnelle, la même voix que j'utilisais dans les salles de conseil et les auditions au Parlement. L'initiative nationale pour la lecture représente 2 ans de recherche et 6 mois de planification intensive. Mon équipe à la Fondation pour l'excellence de l'éducation nationale a étudié les taux d'alphabétisation dans 500 districts. Nous avons identifié les obstacles à la réussite en lecture. Nous avons conçu une intervention qui fournit non seulement des livres, mais aussi des tuteurs formés, des programmes d'engagement des parents et une évaluation continue. J'ai fait défiler des diapositives sur l'écran derrière moi, données, graphiques, projections d'impact. En année 1, nous prévoyons de servir 50 000 enfants. D'ici la 3e année, 200 000. Notre objectif est simple, que chaque enfant en France lise au niveau de sa classe en 3e année, car l'alphabétisation est la porte d'accès à toutes les autres opportunités. J'ai parlé pendant 10 minutes, détaillé la structure du programme et répondu aux questions du public. Le PDG de la technologie a levé la main. Directrice Dubois, je finance votre travail depuis 3 ans. Je n'avais aucune idée que vous étiez ici ce soir. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Je m'occupais des manteaux, ai-je dit simplement. Un rire gêné a parcouru la salle. Le président de l'université s'est levé. Amélie, je siège à votre conseil consultatif depuis 2 ans. Vous avez été citée dans toutes les grandes publications sur l'éducation. Comment se fait-il que nous ne savions pas que vous étiez la fille de Suzanne Dubois? Ma mère et moi ne discutons pas souvent de mon travail. Maman a émis un petit son, presque un gémissement. Le ministre Lambert a repris le micro. Je pense que nous avons appris quelque chose d'important ce soir. Le succès ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons, et nous ne devrions jamais faire de suppositions sur les gens en fonction de l'endroit où nous les trouvons. Il a regardé directement ma mère. Suzanne, peut-être devrions-nous parler après le gala. Ce n'était pas une suggestion. La coupe de champagne de maman a glissé de ses doigts, a heurté la table et s'est brisée. Du verre et du champagne partout. Tout le monde s'est retourné pour regarder. Isabelle s'est levée d'un bond pour aider. Maman est restée assise là, me fixant sur la scène. Après le discours, j'étais entouré. Le PDG de la technologie voulait discuter de l'expansion de notre partenariat. Le sénateur a posé des questions sur les projets de loi sur l'éducation en attente à l'Assemblée législative. Une douzaine de directeurs de fondations voulaient des réunions. J'ai souri, faisant semblant que c'était un vendredi soir normal au lieu de la destruction complète de l'image soigneusement construite de ma mère. Isabelle est apparue à mon coude. Amélie, on peut parler? Je suis un peu occupé. S'il te plaît. Juste 5 minutes. Nous sommes allés dans un couloir tranquille. Isabelle avait l'air secouée. Je n'avais aucune idée. De ta fondation, du ministre, de tout ça. Je te l'ai dit plusieurs fois. Tu n'as jamais demandé de détails. Tu as dit que tu travaillais dans l'éducation. Je pensais que tu voulais dire comme enseignante ou administratrice.
Je dirige la plus grande organisation à but non lucratif pour l'éducation en France. Je l'ai mentionné à chaque dîner de famille pendant 8 ans. Mais tu n'as jamais dit que ça valait des milliards. Tu n'as jamais dit que tu connaissais le ministre. Tu l'as fait paraître petit. Je n'ai rien fait paraître de spécial. Je t'ai dit ce que je fais. Tu as supposé que ce n'était pas important parce que maman t'a dit que ce n'était pas important. Les yeux d'Isabelle se sont remplis de larmes. Elle t'a fait occuper des manteaux à ton propre gala, pour ton propre programme. Elle ne savait pas que c'était mon programme. Elle ne prête pas attention à mon travail. Comment pouvait-elle ne pas savoir? Comment pouvions-nous ne pas savoir? J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. J'ai vu quelqu'un qui n'avait jamais eu à se battre pour la reconnaissance, qui avait été célébré pour le simple fait d'exister de la manière que nos parents approuvaient. Parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je dit doucement. Aucun de vous n'a jamais demandé ce que je fais réellement. Vous avez juste supposé que parce que je ne suis pas marié, que je n'ai pas d'enfant et que je travaille dans une organisation à but non lucratif, je devais être une ratée. Ce n'est pas juste. Vraiment? Quand est-ce que tu m'as demandé des nouvelles de mon travail pour la dernière fois? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, incapable de répondre. C'est bien ce que je pensais. Je veux savoir maintenant. Pourquoi? Parce que le ministre m'a validé? Parce que des gens importants m'ont reconnu? T'en soucierais-tu si j'étais encore dans ce vestiaire? Ce n'est pas, Isabelle, je t'aime, mais tu as passé toute notre vie à être la fille qu'il voulait, tandis que j'étais la fille qu'il tolérait. Ce soir ne change rien à cela. Ça l'a juste rendu visible. Je me suis éloigné avant qu'elle ne puisse répondre. Maman m'a trouvé près du bar. Son maquillage était coulé, ses mains tremblaient. Nous devons parler. Vraiment? Amélie, s'il te plaît. Pas ici. Tu m'as fait m'occuper des manteaux ici, devant 400 personnes. Je pense qu'ici est exactement le bon endroit. Sa voix est tombée à un murmure désespéré. Je ne savais pas. Pour ta fondation. Pour le ministre. Tu ne me l'as jamais dit. Je te l'ai dit il y a 8 ans quand j'ai créé la fondation. Je te l'ai dit chaque année quand notre rapport annuel est sorti. Je te l'ai dit quand Challenge m'a nommé sur leur liste des 30 de moins de 30 ans. Je te l'ai dit quand nous avons atteint notre premier milliard d'actifs gérés. J'ai gardé ma voix égale, professionnelle. Tu as dit que c'était bien et tu as changé de sujet pour parler des enfants d'Isabelle. Tu aurais pu insister pour que je fasse attention. Je suis ta fille. Je ne devrais pas avoir à insister pour que tu te soucies de ma vie. Je m'en soucie. Tu m'as fait m'occuper des manteaux, maman. À un gala célébrant mon travail, mon programme, ma réussite. Et tu m'as mis un tablier et m'as dit de ne pas te faire honte. Son visage s'est décomposé. Je pensais que tu aidais juste. Je ne savais pas, tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. En 8 ans, tu n'as jamais une seule fois demandé de détails sur mon travail. Jamais visité mon bureau. Jamais assisté à un événement de la fondation. Jamais lu un article sur ce que nous faisons. Tu es si secrète sur tout. Je suis secrète parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de partager, tu m'as comparé à Isabelle et tu m'as trouvée décevante. Alors j'ai arrêté de partager. Papa est apparu. Il observait de l'autre côté de la pièce. Amélie, ta mère a fait une erreur. Ne l'embarrasse pas davantage. L'embarrasser? Papa, elle m'a fait m'occuper des manteaux pendant que le ministre louait mon travail. Elle m'a présenté aux gens comme mon autre fille alors que je dirige une organisation de 2 milliards d'euros. Elle m'a dit de ne pas attirer l'attention sur moi lors d'un événement honorant mes réalisations. Tu aurais pu parler. Je l'ai fait. Pendant 8 ans. Et vous m'avez ignoré. Tous les deux. J'ai pris une profonde inspiration, me suis ressaisi. Mais ce soir, 400 personnes ont appris exactement qui je suis. Pas qui vous vouliez que je sois, mais qui je suis réellement. Maman pleurait maintenant, de gros sanglots secouants. Les gens regardaient, chuchotaient. Je dois partir, ai-je dit. Amélie, attends. Non. J'ai fini d'attendre. J'ai attendu 8 ans que vous me voyiez, que vous m'appréciez, que vous soyez fiers de moi. Je les ai regardés tous les deux. Mais ce soir, j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas besoin que vous soyez fiers. J'ai une fondation qui sert 3000 écoles.
J'ai une équipe de 200 personnes qui respectent mon leadership. J'ai un ministre qui m'appelle pour des conseils. C'est suffisant. Je me suis éloigné, je les ai laissés là, j'ai quitté le gala, j'ai quitté la famille qui ne m'avait jamais vu comme autre chose que l'autre fille. L'histoire a fait les gros titres des pages mondaines le dimanche matin. Une directrice de l'éducation s'occupe des manteaux à son propre gala, un drame familial se dévoile. L'article était brutal, détaillait la soirée, citait des témoins. Il incluait une photo de moi en tablier à côté d'une photo de moi sur scène avec le ministre Lambert. Le contraste était dévastateur. Le lundi matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les médias voulaient des interviews. Les revues sur l'éducation voulaient des déclarations. Le conseil d'administration de la fondation voulait comprendre ce qui s'était passé. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, j'ai plutôt convoqué une réunion du personnel. Certains d'entre vous ont peut-être vu la couverture médiatique du gala de vendredi, ai-je dit à mon équipe. Je veux que vous entendiez la vérité de ma bouche. Ma famille ne savait pas ce que je fais. Ils m'ont demandé de travailler au vestiaire lors d'un événement célébrant notre initiative pour l'alphabétisation. Le ministre m'a reconnu et a corrigé la situation. Ma directrice adjointe, Sophie, a levé la main. Est-ce que ça va? Honnêtement? Je suis soulagé. J'ai caché qui je suis à ma famille parce qu'ils ont clairement montré qu'ils n'étaient pas intéressés. Maintenant, tout le monde sait. La dissimulation est terminée. De quoi avez-vous besoin de notre part? A demandé Marc, mon directeur de la communication. De rien. Continuez à faire le travail incroyable que vous faites. C'est une affaire personnelle. Cela ne se reflète pas sur la fondation. Patronne, a dit Sophie doucement, si, un peu. Vous êtes le visage de cette organisation. Si les gens pensent que votre famille ne vous respecte pas, alors les gens verront la vérité. L'opinion de ma famille ne définit pas ma valeur. Notre travail, si. L'équipe a applaudi. Après la réunion, le ministre Lambert a appelé. Amélie, je vous dois des excuses. Pourquoi? Pour vous avoir mise dans l'embarras vendredi soir. J'étais en colère quand je vous ai vu dans ce vestiaire. J'aurais dû gérer ça plus discrètement. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire. Ma mère avait besoin de voir publiquement ce qu'elle refusait de voir en privé. Elle a appelé mon bureau 3 fois. Elle veut que je publie une déclaration disant que c'était un malentendu. Était-ce un malentendu? Non. Elle a admis qu'elle vous avait demandé de vous occuper des manteaux. Elle a dit qu'elle ne réalisait pas à quel point vous aviez réussi. Dites-lui qu'il n'y aura pas de déclaration. La vérité est la vérité. Il est resté silencieux un moment. Vous savez, j'ai travaillé avec des centaines de directeurs d'organisations à but non lucratif. La plupart d'entre eux sont désespérés d'obtenir de la reconnaissance, du crédit. Vous êtes le contraire. Vous faites le travail et vous vous moquez de qui le sait. Je m'en soucie. C'est juste que je n'ai pas besoin de la validation de gens qui ne m'apprécient pas. Mes parents, ma sœur, quiconque juge le succès par des mesures conventionnelles au lieu de l'impact réel. Eh bien, pour ce que ça vaut, vous avez mon respect et mon soutien. Quoi que vous ayez besoin pour la fondation. Merci, monsieur le ministre. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau, j'ai regardé le mur de récompenses, les photos avec des dignitaires et des donateurs, les articles encadrés sur nos programmes. Rien de tout cela n'avait d'importance pour ma famille jusqu'à ce que cela les embarrasse. Et d'une certaine manière, c'était libérateur. Isabelle s'est présentée à mon bureau le mardi après-midi. La sécurité a appelé. Directrice Dubois, vous avez une visiteuse. Isabelle Dubois dit qu'elle est votre sœur. Faites-la monter. Isabelle avait l'air nerveuse, déplacée dans sa tenue de maman de banlieue au milieu de mon personnel en tenue d'affaires. C'est impressionnant, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. Ton bureau, ton personnel, tout. Merci. On peut parler? Nous sommes allés dans mon bureau privé. Je ne lui ai pas offert de siège, pas de café, j'ai juste attendu. J'ai lu des articles sur ton travail, a-t-elle dit, tout le week-end. Les articles, les récompenses, les programmes que tu as créés. D'accord. Amélie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vraiment rien dit. Je vous l'ai dit. Vous n'avez pas écouté. Mais tu aurais pu nous forcer à écouter. Tu aurais pu nous montrer des articles,
nous amener à des événements. Isabelle, je t'ai envoyé nos rapports annuels chaque année. Les as-tu lus? Silence. Je t'ai invité à notre gala du 5e anniversaire. Tu as dit que tu avais une réunion de l'association des parents d'élèves. Je ne me souviens pas de ça. Moi si. Parce que c'était la dernière fois que je t'ai invité à quoi que ce soit. Elle s'est assise sans y être invitée. Maman est anéantie. Bien. Amélie. Isabelle, maman m'a fait m'occuper des manteaux à mon propre gala pendant que le ministre louait le travail que j'avais fait. Elle m'a dit de ne pas la mettre dans l'embarras devant des gens importants qui étaient là grâce à moi. À quelle réaction t'attends-tu? Elle ne savait pas parce qu'elle n'a pas demandé. Pendant 8 ans. Ni toi. Ni papa. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini. Fini avec quoi? Fini d'essayer d'être quelqu'un que vous appréciez. Fini de me diminuer pour vous mettre à l'aise. Fini de prétendre que votre approbation a de l'importance. Les yeux d'Isabelle se sont à nouveau remplis de larmes. Nous sommes une famille. Non. Nous sommes apparentés. Une famille est présente. Une famille fait attention. Une famille célèbre tes succès au lieu de les ignorer jusqu'à ce que cela les embarrasse. Je veux arranger ça. Pourquoi? Parce que tu es embarrassé? Parce que tes amis ont vu l'article? Ou parce que tu t'en soucies vraiment? Elle n'a pas répondu, ne pouvait pas répondre. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit doucement. Isabelle, je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi. J'ai une équipe de 200 personnes qui respectent mon travail. J'ai des partenaires qui apprécient mon expertise. J'ai un impact qui compte. C'est suffisant. Et maman et papa? Qu'en est-il d'eux? Ils veulent s'excuser. Trop tard. Amélie. Isabelle, rentre chez toi. Occupe-toi de tes enfants. Vis ta vie. Mais ne viens pas ici en attendant que je vous absolve, toi ou eux. Je ne suis pas en colère. Je suis juste indifférente. Et c'est pire. Elle est partie en pleurant. Je suis retourné au travail. Papa a envoyé un courriel mercredi. Objet, nous devons parler. Je l'ai supprimé. Maman a envoyé des fleurs jeudi, des lys et des roses. La carte disait, je suis tellement désolé. S'il te plaît, appelle. Je les ai envoyés à un hôpital pour enfants avec une note de la Fondation pour l'excellence de l'éducation nationale. Vendredi, ils se sont présentés à mon bureau. La sécurité a appelé. Vos parents sont là. Ils n'ont pas de rendez-vous. Dites-leur que je ne suis pas disponible. Ils insistent sur le fait que c'est important. J'ai soupiré, je suis allé à la réception. Ils savaient l'air petit, diminué. Papa dans ses vêtements décontractés du week-end, maman sans son armure habituelle de tenue de créateur et de maquillage parfait. Nous devons parler, a dit papa. Je suis occupé. Amélie, s'il te plaît, la voix de maman s'est brisée. Tout le monde parle de nous, de ce que nous avons fait. Nos amis, les femmes de la haute société. Tout le monde sait. Oui. Tout le monde sait que vous avez fait travailler votre fille au vestiaire de son propre gala. Comme c'est embarrassant pour vous. Il ne s'agit pas d'embarras. Si, maman. Il s'est toujours agi d'embarras. Je vous embarrasse en étant célibataire, en travaillant dans une organisation à but non lucratif, en ne vous donnant pas de petits-enfants, en réussissant d'une manière que vous ne comprenez pas, j'ai gardé ma voix égale, professionnelle. Mais voici le truc. Votre embarras n'est plus mon problème. Papa s'est avancé. Nous sommes tes parents. Nous méritons le respect. Vous êtes les gens qui m'ont élevé. Le respect se mérite. Et vous avez passé 36 ans à me montrer exactement le peu de respect que vous avez pour mes choix, ma carrière, ma vie. Nous sommes venus nous excuser, a dit maman. Je ne veux pas de vos excuses. Je veux que vous partiez. Amélie. Partez. Maintenant. Ou je demanderai à la sécurité de vous escorter dehors. Ils sont partis. Je suis retourné à mon bureau, à mon travail, à la vie que j'avais construite sans eux. 6 mois après le gala, l'initiative pour l'alphabétisation a été lancée, 50 000 enfants dès le premier semestre. Livres livrés, tuteurs formés, programme en cours.
Le ministre Lambert a assisté à l'événement de lancement dans une école primaire de la banlieue parisienne. Ce programme représente le meilleur du partenariat public-privé, a-t-il déclaré aux médias rassemblés. La directrice Dubois et sa fondation ont transformé un investissement de 475 millions d'euros en un impact réel, un changement réel, une opportunité réelle pour les enfants qui le méritent. J'ai regardé des élèves de CE2 lire les livres que nous avions fournis, j'ai vu leur visage s'illuminer quand ils réussissaient. C'est ça qui comptait. Pas l'approbation de ma mère, pas la reconnaissance de ma famille. Ça. Après l'événement, un journaliste s'est approché. Directrice Dubois, l'histoire de votre famille d'il y a 6 mois a suscité de l'intérêt. Voudriez-vous commenter? Non. Juste une brève déclaration. Ma famille est privée. Mon travail est public. Je ne discute que du travail. L'histoire a été publiée quand même, mais cette fois, elle se concentrait sur le programme, l'impact, les enfants. Ma famille était une note de bas de page, comme il se doit. 1 an après le gala, Isabelle a envoyé un faire-part de naissance. Son 3e enfant, une fille nommée Sophia. La carte incluait une note, « Nous aimerions que tu fasses partie de sa vie. » Elle devrait connaître sa tante. J'ai envoyé un cadeau, une assurance vie d'une valeur de 9 500 €. Je n'ai pas assisté à la fête prénatale. Je n'ai pas visité l'hôpital. Je n'ai pas répondu à l'invitation de « mettre les choses au clair ». Maman a envoyé une carte de Noël. Une photo de la famille d'Isabelle au recto. Aucune mention de moi à l'intérieur. Je l'ai renvoyée avec une note, « Vous avez une fille. Assurez-vous qu'elle sache qu'elle est appréciée. » Papa a appelé pour mon anniversaire. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Son message, Amélie, c'est papa. Joyeux anniversaire. Tu nous manques. Ta mère veut parler. Rappelle-nous. Je l'ai supprimé. 2 ans après le gala, la fondation a atteint 2,8 milliards d'euros de programmes gérés. Challenge m'a nommé l'une des femmes les plus puissantes dans le leadership à but non lucratif. L'article détaillait mon travail, mon impact, ma vision de la réforme de l'éducation. Il mentionnait ma famille une fois, Dubois préfère garder sa vie personnelle privée, se concentrant plutôt sur le travail qui a transformé le paysage éducatif de la France. Parfait. 3 ans après le gala qui a tout changé, j'ai témoigné devant le Parlement sur le financement de l'éducation. Mon témoignage a été diffusé sur la chaîne parlementaire. Le Monde a cité mes recommandations. Le cabinet du ministre a appelé par la suite pour discuter de la mise en œuvre. Je dînais avec mon équipe quand mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu, c'est Isabelle. Je t'ai vu sur la chaîne parlementaire. Je suis fier de toi. Je l'ai fixé pendant un long moment. Sophie a remarqué. Tout va bien? Juste des histoires de famille. La famille qui ne t'a pas reconnu? La même. Que veux-tu faire? J'ai supprimé le texto, j'ai rangé mon téléphone. Rien. Je ne veux rien faire. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'être fiers maintenant. Ils n'ont pas mérité ce droit. C'est froid. C'est honnête. Marc a levé son verre. À la directrice Dubois, qui a bâti un empire sans le soutien de sa famille, ce qui le rend encore plus impressionnant. À Amélie, a fait écho l'équipe. Nous avons trinqué, ri, célébré un autre trimestre réussi, un autre lancement de programme, une autre année d'impact. Plus tard, Sophie m'a prise à part. Le regrettes-tu parfois? De les avoir coupés de ta vie? Non. Parce que j'ai appris quelque chose d'important. Tu ne peux pas forcer les gens à te voir. Tu ne peux pas les forcer à t'apprécier. Tu ne peux que construire une vie où leur opinion n'a pas d'importance. Et tu l'as fait. Je l'ai fait. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, dans ma maison à Versailles. 3 chambres, un bureau avec vue, des étagères pleines de recherches et d'analyses politiques sur l'éducation. Pas de photos de ma famille. Juste des photos avec mon équipe, avec le ministre Lambert, avec les enseignants et les élèves dont nos programmes ont touché la vie. C'était ça, la famille. Les gens qui m'avaient choisi, qui m'appréciaient, qui étaient présents. Mon téléphone a vibré. Un autre texto d'Isabelle. On peut parler, s'il te plaît? J'ai bloqué le numéro, je me suis versé un verre de vin, je me suis assise sur mon balcon surplombant la ville,
et je n'ai absolument rien ressenti pour la famille qui avait passé des années à me faire sentir invisible. Parce que la vérité était simple. Ils avaient eu leur chance. Des milliers de chances. 36 ans de chance. Et ils avaient choisi, constamment, de me voir comme moins que ce que j'étais. Alors j'avais bâti une vie où leur vision n'avait pas d'importance, où mon travail parlait plus fort que leur dédain, où mon impact éclipsait leur indifférence. J'étais la directrice Amélie Dubois, chef d'une fondation de 2,8 milliards d'euros, conseillère de ministres et de hauts fonctionnaires, une voix pour l'équité en éducation, une actrice du changement pour des centaines de milliers d'enfants. Et si ma mère voulait se souvenir de moi comme de la fille qui s'occupait des manteaux, qu'il en soit ainsi. Le reste du monde connaissait la vérité. Et le reste du monde était tout ce qui comptait. Maintenant, 5 ans après le gala, j'ai reçu une récompense du président de la République, l'Ordre national du mérite, décerné aux civils qui apportent des contributions extraordinaires à la nation. J'avais 39 ans. La cérémonie avait lieu au Palais de l'Élysée. J'ai amené mon équipe, mon conseil d'administration, le ministre Lambert, Sophie, Marc, Jessica, les personnes qui avaient bâti la fondation avec moi. Isabelle a envoyé un message via LinkedIn, félicitations. Nous aimerions assister à la cérémonie. Je n'ai pas répondu. Maman a envoyé une lettre à mon bureau, j'ai suivi ta carrière. Je suis si fier. Pouvons-nous nous réconcilier? Je l'ai classé, sans répondre. Au Palais de l'Élysée, la présidente m'a remis la médaille. La directrice Dubois a transformé l'éducation en France, a-t-elle dit. Sa fondation sert plus d'1 million d'étudiants chaque année. Ses programmes ont été reproduits dans de nombreuses régions. Sa vision de l'équité en éducation redéfinit notre façon de penser l'opportunité. Elle représente le meilleur de l'innovation et de la compassion française. La salle a applaudi. Les appareils photo ont crépité. J'ai serré la main de la présidente. Et quelque part en France, ma mère regardait probablement, voyant enfin ce que j'avais bâti, comprenant enfin ce qu'elle avait manqué. Trop tard. Toujours trop tard. Après la cérémonie, le ministre Lambert m'a trouvé. Votre famille a contacté mon cabinet. Ils ont demandé si je pouvais les aider à reprendre contact avec vous. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que vous êtes une adulte qui prend ses propres décisions et que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Merci. Il m'a étudié. Le regrettez-vous parfois? La rupture totale. Non. Parce qu'ils ont eu toutes les occasions de faire partie de ce voyage. Ils ont choisi de ne pas le faire. Je ne suis pas obligé de les laisser célébrer la destination après qu'ils se sont moqués du chemin, c'est juste. Il a souri. Pour ce que ça vaut, vous avez construit quelque chose d'extraordinaire, avec ou sans eux. C'est là toute la question, n'est-ce pas? Ça a toujours été sans eux. Ils ne l'ont juste pas réalisé avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, mon équipe a célébré dans un restaurant près du Palais de l'Élysée. Nous avons trinqué, raconté des histoires, planifié les 5 prochaines années de programme. Sophie a levé son verre une dernière fois. À la directrice Dubois, qui a prouvé que la famille, ce sont ceux qui sont présents, pas ceux qui partagent votre sang. À Amélie, a fait écho tout le monde. J'ai regardé autour de la table les visages des gens qui avaient bâti cela avec moi, qui m'appréciaient, qui se présentaient chaque jour pour changer des vies. C'était ça, la famille. C'était tout. Et la famille qui m'avait fait m'occuper des manteaux à mon propre gala il y a 5 ans? C'était des étrangers maintenant. Des étrangers qui avaient manqué tout ce qui comptait. Des étrangers qui passeraient le reste de leur vie à expliquer aux gens pourquoi ils n'étaient pas à la cérémonie de l'Élysée, pourquoi ils n'étaient pas sur les photos, pourquoi la directrice Amélie Dubois, récipiendaire de l'Ordre national du mérite, ne les mentionnait jamais dans les interviews. Et moi? Je ne pensais plus du tout à eux. Parce que l'indifférence, avais-je appris, était l'inversion de pouvoir ultime. Pas la colère, pas la vengeance, pas même le pardon. Juste l'absence complète et totale d'intérêt pour leur opinion. Ils m'avaient rendu invisible pendant 36 ans. Alors je les avais rendus insignifiants. Pour toujours.